Bon, ben, bonsoir à tous. On va pouvoir partir ça. Bonsoir. Merci à tous d'être parmi nous pour le webinaire Un avenir vers l'optimisation des pâturages. Donc, ce soir, au menu, les animatrices de la soirée, dont sera moi-même, Cyrine El Hamdaoui. Donc, je suis conseillère environnement, santé et bien-être animal aux producteurs de bovins. Et, avec moi ce soir, Catherine Larrivé-Banzinet, qui est agente au programme qualité et bien-être, et toutes les deux, on travaille donc au producteur de bovins du Québec. Et pour notre webinaire ce soir, notre conférencière, Jessica Gay-Jolicoeur, une erreur de frappe, je m'excuse Jessica dans ton nom, je le vois en même temps, donc qui est coordonnatrice des ventes chez Solio Agriculture. Donc, elle a obtenu son baccalauréat en agronomie générale de l'Université Laval en 2012. Elle travaille au sein du réseau de Solu Agriculture en tant qu'experte conseil en production bovine. Elle effectue le suivi de près de 15 000 têtes de bouvillons ainsi que plusieurs milliers de vaches de boucherie. Et en 2022, elle a terminé la formation de mentor du programme Système avancé de pâturage et elle est coordonnatrice des ventes de l'équipe OptiBet depuis 2024. Avant de rentrer dans le cœur du webinaire, je vais inviter Catherine à prendre la parole pour nous expliquer et nous rappeler un petit peu les fonctionnements du webinaire. Oui, merci Cyrine. Bonsoir tout le monde. On voit là, on a des habitués des webinaires, mais pour ceux que ça serait leur premier, donc juste un petit rappel du fonctionnement de la soirée. Si vous avez des questions, on va les prendre à la fin, mais vous pouvez quand même les écrire au fur et à mesure tout au long de la présentation dans le QR qui est situé juste en bas de votre écran. Même chose à la fin, vous allez pouvoir, si vous voulez, là, poser vos questions de vive voix appuyez sur le bouton lever la main aussi qui est situé au bas de votre écran. Puis nous, ça va nous faire plaisir d'ouvrir votre micro là, pour que vous puissiez poser vos questions à l'oral. Sinon, si vous avez des problèmes techniques, on vous demanderait de les écrire dans le discussion, le chat. Un bouton aussi au bas de votre écran. Donc, pas dans le QR, c'est vraiment là qu'on va prendre les questions. S'il y a quoi que ce soit, écrivez-nous dans la discussion, puis je vais vous aider là, à résoudre quoi que ce soit, problème technique tout au long de la soirée. Donc, merci beaucoup. Bon webinaire à tout le monde. Merci Catherine. Et Jessica, the floor is yours, comme on dit en anglais. La conférence est à toi, je te laisse la place et bon webinaire à tous. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Je vais commencer par partager mon écran en espérant que tout fonctionne bien comme tantôt. Donc, théoriquement, C'est ça parfait. devrait Oui. fonctionner. Super. Donc, bonjour tout le monde. Comme Cyrine l'a si bien dit, là, je me présente, Jessica Gay-Jolicoeur. Donc, je suis experte conseil, coordonnatrice des ventes pour OptiBoeuf. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour vous parler de pâturage. Donc, on m'a mandaté, là, on m'a demandé de parler, oui, des pâturages, mais aussi d'une approche un peu plus, je dirais, environnementale. Donc, y aller plus du côté le rôle des pâturages là, pour tout ce qui est gestion des GES. Donc, il va y avoir quelques petites questions au cours de la présentation. Il y a un petit système là, que Cyrine va gérer là, pour que vous puissiez répondre. Puis, en fait, je commence ça tout de suite je ne suis pas capable d'avancer. OK. La première question que je veux vous demander, juste pour mettre un peu la table, voir un peu où ce qu'on se trouve, où ce que l'auditoire se trouve au niveau du modèle de rotation de vos pâturages. Donc, très facile comme question. Votre modèle en moyenne de votre modèle de pâturage, vous vous situez dans le très intensif en bande, donc moins de 24 heures, dans le 24 à 72 heures qui est plus un intensif, dans les rotations longues entre 3 et 7 jours ou dans l'extensif dans plus de 7 jours. Puis là, on parle vraiment du nombre de jours ou du nombre d'heures dans chaque parcelle avant de changer les vaches. Donc, juste à répondre à la question. Et je vais laisser quelques petites secondes supplémentaires euh, pour les derniers répondants, puis on va pouvoir partager les résultats.
OK, je vais donc mettre fin au sondage. Et voici les résultats, Jessica. Parfait. Donc, on a quand même deux participants. OK, parfait. Deux participants dans le très, très intensif en moins de 24 heures. On a quand même là la majorité du groupe, là, la moitié du groupe, là, tout près de la moitié du groupe on est en intensif en bande. Et puis, on a quand même un tiers des répondants là, qui sont en rotation longue de 3 à 7 jours. Et puis, on a aussi là, deux participants qui sont en extensif, dont en plus de 7 jours. Parfait. Ça nous donne un peu un portrait là, de. Fait qu'il y en a un peu de tout. Je suis contente de voir ça là, parce que si tout le monde m'avait répondu le numéro 1, là, je pense que j'aurais pas appris grand-chose à grand monde ce soir, ou en tout cas, ça aurait été pas, ça aurait pas été le même discours. Fait que je suis contente de voir qu'il y a un peu de tout dans l'auditoire. Donc, la prochaine diapo. En fait, avant de commencer là, vraiment dans le vif du sujet, je voulais quand même partager avec vous, là, parce que tu sais, mon but n'était pas de faire une présentation purement économique. Je pense qu'on a quand même réussi à prouver un peu dans le temps là, qu'avec les différentes personnes, les différents sujets qu'on a eus sur les pâturages dans les 2 dernières années principalement, qu'il y avait quand même une belle rentabilité là, à avoir au niveau des pâturages. Je voulais quand même revenir sur des coûts que j'avais calculés là. Oui, ça date là, quand même de 2022. Fait que oui, il y a des prix quand même qui ont bougé depuis ce temps-là, mais je pense que l'essence de tout ça reste quand même dans la même direction. Fait que dans le fond, en premier, ce que j'ai fait ressortir ici, 3 types de pâturage, un peu dans les mêmes types là, qu'on a vu dans la petite question qu'on avait avant. Puis ça, c'est des rendements qui ont été mesurés lors des essais terrain qui ont été faits à travers les années. C'est vraiment, là, on ne parle pas d'un rendement, c'est pas pour ce qui est des pâturages, c'est pas des rendements aussi précis que lorsqu'on fauche puis qu'on ramasse des balles de foin. Les rendements ont vraiment été calculés en fonction du nombre d'animaux qu'il y avait, selon la superficie de la parcelle, puis la grosseur des animaux versus leur consommation estimée. Fait que c'est vraiment des rendements qu'on a calculés en fonction de ce que les vaches ont mangé. Fait que bien entendu, dans un système comme le pâturage numéro 3 en bande, c'est pas rare qu'on sort les animaux de la parcelle puis qu'il reste encore une hauteur de foin quand même assez importante. Donc, ça ne calcule pas le rendement complet, mais vraiment le rendement en fonction de ce que les vaches ont mangé. Donc, on pourrait croire on pourrait croire, dans le fond, que le pâturage numéro 3, les rendements sont peut-être un petit peu plus élevés que ça, mais je les ai mis en fonction de ce qu'on avait calculé. Donc, en gros, tu sais, plus on a un pâturage qui va être en bande, qui va être intensif, plus on va avoir un rendement qui va être élevé. Puis, je suis allée chercher aussi au niveau du rendement ici en balle ronde. Fait que c'est vraiment le rendement de l'ensilage lorsqu'on récolte le foin. Puis, je me suis fiée sur l'assurance récolte là, dans la région, là, je pense que j'étais à la station météorologique de Saint-Bernard, là, qui était proche de chez nous. Donc, ça donne un peu un aperçu des rendements qu'on est possible d'avoir. Puis après ça, ce que je trouvais intéressant d'aller chercher, c'était les coûts. Fait que je suis allée calculer, là, vous voyez tous les petits astérix, là, fait que c'est sûr qu'on a des frais de fertilisation qui ont été mis dans certains cas. Puis la grosse différence vraiment qu'on a entre le pâturage puis l'ensilage récolté, ben, vous comprendrez que dans l'ensilage récolté, j'ai tous les frais là, qui ont trait à la récolte, le plastique à balles rondes, le filet, l'enrobeuse, bon, tous les frais en lien avec la récolte de ce foin-là, les frais à l'entreposage, les pertes à l'entreposage. Fait que c'est pour ça que les frais sont quand même plus élevés. Fait que ça me ramène à un coût, dans le fond, qui est un coût en dollars par tonne de matière sèche, mon coût de production pour chacun des pâturages, puis pour mon foin. Puis même ça prouve que c'est des chiffres de 2022, là, parce que les derniers chiffres, là, on était dans la production laitière, on était à 300 la tonne de matière sèche, là, fait que je suis quand même conservatrice là, dans mes chiffres. Donc, qu'est-ce que ça coûte au final, un peu pour passer rapidement sur les coûts, parce que c'est, comme je vous ai dit, ce n'est pas le sujet principal, mais je voulais quand même vous démontrer que pour un troupeau de 100 vaches avec 94 veaux vivants, là, on parlait des veillages là, de début mai, donc des animaux qui passent une grosse partie de leur croissance là, au pâturage. Bien là, j'avais calculé la quantité de foin récolté. Fait que quand les animaux ne sont pas en pâturage, bien entendu, il faut les nourrir, ces animaux-là. Ce foin-là, je l'ai mis au coût de production que j'ai calculé plus bas.
qui me fait vraiment un coût total d'alimentation pour mon fourrage récolté avec les chiffres qui s'affichent à l'écran. Après ça, ben, j'ai rajouté le pâturage parce que les animaux vont au pâturage une partie de l'été. Fait que c'est sûr que plus le pâturage est considéré comme intensif, plus ils peuvent passer de jours au pâturage. Donc, la quantité d'herbe qu'on va aller chercher au total, elle va être beaucoup plus grande. On va nourrir les animaux beaucoup plus longtemps au pâturage. J'ai remis les coûts de production là, que j'avais sortis tout à l'heure. Ça me fait mon coût en pâturage pour l'année. Puis là, ben, ça me donne mon coût total d'alimentation uniquement en fourrage. Je n'ai pas calculé le minéral, je n'ai pas calculé si on donne du grain ou de la moulée au veau. C'est vraiment juste le coût d'alimentation. Fait on voit qu'il y a quand même dans cette situation-là, il y a un 30 000 qu'on peut aller chercher de différence entre faire un pâturage extensif ou un pâturage en bande. Ça, je voulais juste passer là-dessus pour vous montrer un peu, tu sais, qu'est-ce que ça redonne comme rentabilité d'entreprise de faire un pâturage un peu plus intensif. Là, ça m'amène un peu, je dis le mot intensif depuis tantôt, mais tu sais, le mot intensif, est-ce qu'on utilise le bon terme? Tu sais, le mot intensif, on a tendance à ce qu'il y ait une connotation un peu plus péjorative, quelque chose qui est plus mauvais pour l'environnement. Moi, aujourd'hui, dans le fond, quand on voit un beau pâturage comme ça, ce que j'ai envie d'utiliser comme terme, ça va être gestion avant-gardiste des pâturages. Donc, on va essayer de le gérer comme ça. Ça veut dire sensiblement la même chose, mais c'est toujours un peu plus beau à entendre la gestion avant-gardiste des pâturages que des pâturages intensifs. Donc, on va l'utiliser comme ça. Aussi, ça implique ce terme-là aussi des notions dans la gestion du pâturage qu'on va voir tout au long de la présentation. Donc, j'aimerais ça commencer par quelques notions de base. Puis, à travers ces notions de base-là, ben, ça va vous permettre de voir plus tard, quand on va parler plus des bonnes pratiques de gestion de pâturage avant-gardiste, ben, on va pouvoir penser à ces notions-là. Puis, ça va nous aider à comprendre les principes puis à comprendre pourquoi que ces pratiques-là sont si bonnes pour l'environnement. Fait qu'on a deux concepts de base qui est la séquestration du carbone puis le cycle de l'azote. Pas envie nécessairement de vous faire une thèse sur le cycle du carbone. C'est un cycle qui est simple et complexe à la fois, mais en gros, le concept commence par la photosynthèse. Fait que ça, dans le fond, c'est tout le monde un peu sait c'est quoi. C'est la plante, elle a le pouvoir de capter l'énergie solaire pour transformer le carbone de l'environnement qui est sous forme de CO2. Puis elle va produire des sucres avec ça, puis elle va libérer de l'oxygène. Dans le fond, la première étape pour séquestrer du carbone, c'est d'avoir un végétaux, d'avoir une plante, d'avoir un arbre, peu importe, d'avoir un être vivant capable de faire de la photosynthèse pour capter ce CO2-là, puis cette énergie lumineuse-là, cette énergie solaire-là, pour le transformer en ce qu'on va appeler des composés organiques au niveau de la plante, donc des sucres, des sucres simples, des sucres composés, des peptides, des acides organiques, des choses comme ça. Fait une fois une fois que c'est capté, ces fameux éléments-là, puis que c'est au niveau de l'arbre ou de la plante, ben là, il faut qu'il y ait un processus d'exsudation. Fait qu'il faut qu'il y ait un processus où ce que le carbone capté dans l'air, mis sous forme de composés organiques, il faut qu'ils soient relâchés qu'ils soient relâchés dans le sol. Fait que c'est le phénomène d'exsudation. Ça, ben, ça va se passer au niveau des racines. Donc, les molécules, les composés organiques vont se transloquer dans la plante pour aller dans le sol. Sauf que à ce moment-là, on ne parle pas de séquestration de carbone parce que à ce moment-là, le carbone n'est pas stable au niveau du sol. Il nous reste un dernier procédé, ça va être la transformation biologique. Fait que c'est les micro-organismes, tout le microbiote dans le sol qui va gérer cette partie-là, qui va permettre au carbone de s'emmagasiner dans le sol sous forme plus stable un petit peu. Fait que ça, c'est le processus de séquestration de carbone. C'est pas très compliqué. Puis moi, ce processus-là, qui commence par la photosynthèse, je vais en reparler. Je vais l'appeler ma récolteuse d'ensoleillement. On s'occupe de trouver des petits termes comme ça. Fait qu'on on récolte le soleil pour séquestrer du carbone. Fait que souvenez-vous de la récolteuse d'ensoleillement. C'est un peu c'est avec ça que je vais parler pour séquestrer du carbone. Donc,
comme je viens de le dire, le séquestrer du carbone, c'est tout que des étapes, mais la première étape, ça commence par la photosynthèse. La photosynthèse, c'est les plantes qui font ça, c'est nos feuilles. Je vais les appeler aussi mes panneaux solaires. Mais ça, là, c'est un peu comme un processus magique. Parce que c'est des choses qu'on ne voit pas, mais c'est quelque chose qui est quand même assez complexe, puis il y a juste les végétaux qui peuvent faire ce processus-là. Fait que moi, je trouve ça quand même, quand on y pense, assez magique, sauf que c'est magique, mais c'est pas non plus, ça se fait pas toute seule. Ce processus-là, si on veut qu'il reste magique, ben, il faut que la plante soit capable de la faire, cette photosynthèse-là. Fait que là, c'est pour ça qu'il faut penser à nos fameux panneaux solaires. Ils vont être super importants tantôt, ces panneaux solaires-là, pour récolter notre ensoleillement. Parce que sans eux, quand notre plante n'est pas là ou quand notre plante est trop durement abîmée, ben, le processus, il est plus magique du tout, là, puis on vient d'échapper à notre première étape nécessaire pour séquestrer du carbone. Qui m'amène un peu à notre deuxième concept de base, qui est le cycle de l'azote. Le cycle de l'azote, c'est un cycle qui est quand même beaucoup plus complexe. Le but ce soir, c'est pas de comprendre toutes les petites flèches, qu'est-ce qu'ils veulent dire, puis où est-ce que ça mène, puis les formes, puis stable, pas stable, puis ammoniac, puis nitrate. Là. Le but, c'est pas ça, mais c'est de comprendre que nous, avec les pâturages, le rôle qu'on peut avoir au niveau du cycle de l'azote, il est majeur. Parce qu'une des façons de gérer l'azote, de fixer l'azote, c'est via nos légumineuses. Fait que les légumineuses, eux, ont la capacité vraiment de récolter l'azote dans l'atmosphère pour aller la fixer au niveau de leurs racines, puis pour les rendre disponibles pour le sol puis pour les plantes avoisinantes. Fait que ça, c'est quand même un processus qui est le fun parce que nos légumineuses, non seulement ils nous apportent quelque chose d'intéressant dans l'alimentation de nos animaux, mais en plus, ils nous permettent d'aller chercher une sorte d'engrais qu'on a dans l'air, si je peux m'exprimer comme ça. Sauf que ces légumineuses-là, ils ne font pas leur rôle à elles seules. Il faut qu'elles survivent, ces légumineuses-là, dans notre sol. Ben, il faut que le sol soit en santé. Fait qu'il faut il faut qu'on ait vraiment une biodiversité au niveau du sol, de nos micro-organismes. Faut faut pas qu'on ait un sol asphyxié par l'eau. Faut pas qu'on ait de compaction. Faut qu'on essaie de réduire au maximum tous les effets négatifs pour qu'on ait un sol le plus en santé possible pour que cette activité-là soit à son maximum. Parce que non seulement ça va aider la légumineuse à survivre puis à faire sa job, mais aussi tous ces micro-organismes dans le sol ben, vont être capables de fixer l'azote des autres fertilisants qui peuvent arriver, puis de la décomposition de la matière organique aussi. On a besoin de ces micro-organismes-là pour être capable de gérer toute l'azote qui en ressort. Donc, ça prend aussi, quand on parle d'azote, on le sait, l'azote, c'est très mobile, c'est très facile. Il y a des formes d'azote qui sont très volatiles, puis il y a des formes d'azote qui sont très lessivables. Donc, si on veut réduire au maximum ces deux phénomènes-là, donc que l'azote retourne dans l'air ou que l'azote s'enfonce profondément et ruisselle dans la nappe phréatique, ben, il faut être capable de capter au maximum cet azote-là puis l'utiliser. Donc, pour ça, ça prend avoir un couvert végétal, avoir un maximum de plantes à la surface du sol avec un bon système racinaire pour être capable de capter tout ça puis maximiser notre cycle. Puis, tu sais, on parle dans les gaz à effet de serre, on parle beaucoup, beaucoup du carbone. C'est comme un peu notre valeur de référence, mais il ne faut pas oublier que l'azote fait quand même partie d'un gaz à effet de serre puis qui est à court terme beaucoup plus nocif que le carbone. Fait que tout ce qu'on est capable de faire pour capter cet azote-là, pour l'utiliser à son maximum, ben, ça nous aide à réduire aussi les gaz à effet de serre. Puis, on a différentes sources d'azote. Les azotes, l'azote qu'on utilise pour l'agriculture, ben, on a l'engrais granulaire, c'est la plus facile qui me vient en tête. Celle-là, elle a un coût, c'est pour ça que j'ai mis quand même beaucoup de signes de piastres. Il y a les épandages d'effluents d'élevage, que ce soit nos fumiers ou ceux qu'on importe d'ailleurs. J'ai mis un petit signe de piastre parce que même si c'est nos propres fumiers, il ne faut pas oublier que ça a un coût, épandre tout ça, là, ça ne se fait pas tout seul.
J'ai mis aussi, dans le fond, tout ce qui était. J'ai mis quand même un emphase sur l'urine des vaches et des veaux au pâturage. Celle-là, ben, elle coûte pas grand-chose à épandre parce que habituellement, quand nos vaches font le tour de nos pâturages, ça se fait pas mal tout seul. On a aussi le fumier que ces animaux-là apportent directement au pâturage. Fait que ça, c'est une autre façon d'apporter de l'azote à notre sol. Puis j'ai mis l'air parce que, comme je l'ai dit tantôt, si on a des légumineuses, ben, on est capable de capter une portion d'azote, le fixer au niveau du sol, puis aider nos plantes. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, quand on parle de, de- d'aller fixer de l'azote, puis aller prendre l'azote de l'air, là, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on n'est plus jamais obligé, que si on a une musarnière peu ou que si on a beaucoup de légumineuses dans nos champs, on n'est jamais, jamais obligé de mettre une application d'engrais quelconque, que ce soit granulaire ou que ce soit avec vos fumiers. Ça veut juste dire que si on est capable de mieux gérer le système puis le cycle naturel de l'azote, ben, on va avoir moins de dépenses, on va avoir moins besoin d'investir pour appliquer des engrais, des fumiers ou des engrais quelconques, parce qu'on va avoir naturellement un sol qui va se garder un peu plus riche. Ce n'est pas un système qui est parfait, mais c'est un système quand même qui peut quand même réussir à nous faire sauver un peu à long terme. Puis, dans le fond, en regardant, en voyant ces deux cycles-là, le cycle du carbone et le cycle de l'azote, ben, c'est quand même facile de comprendre que l'agriculture, ben, il y a un très, très grand potentiel pour diminuer les GES. C'est probablement, je pense, un des seuls marchés dans toute l'industrie qui a la capacité de diminuer les GS aussi rapidement. Ben, je ne pourrais pas dire rapidement parce que ce n'est pas si facile que ça, mais qui a quand même un grand potentiel de le faire avec nos pratiques d'élevage puis en modifiant un peu nos pratiques d'élevage. Et tout ça, ben, comme je l'ai dit au début, ça en étant plus rentable, en augmentant la rentabilité de l'entreprise. Je veux revenir sur la fameuse urine que nos animaux font au pâturage. C'est une contribution qui est quand même non négligeable au niveau comme un agent fertilisant. C'est juste que c'est très concentré. Fait que une fameuse plaque d'urine, là, si je peux me permettre de le dire comme ça, ben, ça équivaut, selon une méta-analyse qui a été faite en 2015, ça équivaut à environ 345 kilos d'azote à l'hectare. Ça, c'est pour les bovins de boucherie. Quelqu'un qui aurait des vaches laitières, c'est quasiment le double. On est je pense que c'est 615 kilos d'azote à l'hectare pour les vaches laitières. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que si on considère, tu sais, c'est pour faire un parallèle, si on avait des plaques d'urine collées côte à côte qui fait toute la grandeur de notre champ, bien, ça serait l'équivalent d'appliquer, dans le fond, ici, là, ça serait l'équivalent d'appliquer un 700 kilos à l'hectare de 46,00. On ne mettra jamais ça, 700 kilos de 46,00 à l'hectare, là. D'habitude, on parle plus de 100 kilos à l'hectare là, quand on commence à en mettre un petit peu là, pour donner un petit coup de fouette, là, comme on dit. Là. Fait que c'est vraiment beaucoup. En fait, c'est quasiment, ben pas c'est quasiment, c'est trop. Le sol est capable de gérer autant d'azote dans une si petite superficie. Fait que c'est pour ça que un pâturage optimal, un pâturage avec un bon système racinaire, des plantes qui poussent, des plantes en santé, une bonne densité de plantes, ben, elle ne sera pas capable de tout capter cet azote-là, mais elle va probablement être capable d'en capter beaucoup plus qu'un pâturage qui a été surpâturé, que les racines sont faibles un peu, que les plantes n'ont pas de bons regains. On va être en excès, mais on va être pas mal moins en excès si on a une bonne gestion de nos pâturages et que les plantes sont en santé. Fait que le risque réel de lessivage, volatilisation, d'énification est moins grand quand on a un couvert végétal qui est plus luxuriant. Fait que c'est quand même ça, c'est quand même de l'argent là, que quand elle vient avec le pâturage. Là. On n'a pas le choix, nos animaux vont uriner. Donc, plus on est capable d'en capter, ben, plus on est capable, c'est de l'argent carrément qu'on va chercher directement de l'animal. C'est quand même frappant de voir l'équivalent par rapport à C'était facile de faire l'équivalent par rapport à un engrais granulaire, qu'on sait ce que ça vaut, puis on sait ce que ça dose en azote, 46,00. C'est un peu un petit exemple là, pour vous donner par rapport à l'urine.
Donc, en bref, une bonne régie de pâturage, quand on vient de voir ces deux cycles-là, donc quand on veut optimiser notre cycle du carbone puis notre cycle de l'azote, ben on vient de le voir, ça recycle davantage les éléments fertilisants. Fait que ce soit au niveau des fumiers pendus, même si ça serait carrément de l'engrais du 4600 que vous décideriez de mettre, par exemple, ben c'est sûr que vous allez être capable davantage de les utiliser si vous avez un sol en santé, si vous avez des plantes qui sont capables de gérer tout ça. Ben, on va aussi optimiser la récolteuse d'ensoleillement parce que, comme j'ai dit tantôt, ça prend des panneaux solaires, Nos panneaux solaires, c'est toutes nos feuilles, c'est tout par quoi notre plante va faire sa photosynthèse. Fait si on optimise la récolteuse d'ensoleillement, ben, on augmente la séquestration totale du carbone dans le sol. Ça, c'est non négligeable. Puis en plus, comme on vient de le voir, ben, on est capable d'augmenter la fixation de l'azote. Puis, chose très importante, limiter ses pertes aussi, parce que l'azote est très mobile au niveau du sol. Donc, on veut limiter au plus possible. On ne veut pas que notre azote s'en aille dans le sol. On veut loin dans le sol plus accessible pour les plantes, ni dans l'air. On veut les garder le plus possible pour que nos plantes puissent en profiter. Ça m'amène, dans le fond, là, on parle, hey, c'est beau du pâturage, une bonne régie avant-gardiste, mais c'est quoi une bonne régie de pâturage? Je vous ai mis des éléments là-dedans. Je vais vous les nommer, puis après ça, il y a une combinaison qui est la bonne réponse. Est-ce qu'une bonne régie de pâturage, ça veut dire ne jamais laisser les animaux plus de 24 heures dans une parcelle? Est-ce que ça veut dire établir un plan de paissance en début de saison? Que ça fait partie d'une régie de bon pâturage? Est-ce que ça serait éviter la surpaissance? Est-ce que ça serait ne jamais sortir les animaux du pâturage durant la saison de paissance? Ça veut dire, quand j'ai starté mon pâturage, il est hors de question que mes animaux, si j'ai une bonne régie, mes animaux ne sont pas supposés sortir de mon pâturage. Est-ce que ça veut dire suivre la croissance des plantes pour établir mes mouvements d'animaux? Ou mes mouvements d'animaux, c'est ça, puis ça reste ça? Ou ne jamais laisser de refus? Ça veut dire que si je laisse des refus, ça veut dire que je n'ai pas bien géré mon pâturage. Fait que selon vous, là, je ne sais pas si Cérine. Bon, parfait. Fait que selon vous, est-ce que c'est A, B, C, E? Est-ce que c'est B, C, E, F? Sinon, ça serait juste B, C et E. Sinon, B, C, D ou E. Puis la cinquième réponse, c'est toutes ces réponses. Okay, on va laisser un peu de temps pour répondre. Oui, je pense qu'on va laisser un petit peu plus de temps là, pour celle-ci, Oui, vu qu'elle est un petit peu c'est plus ça. complexe. Oui, il y a des combinaisons, il faut faire les bonnes. Mais ça monte tranquillement, là. Ça devrait prendre. Et je laisse encore quelques dernières secondes pour les dernières personnes qui voudraient pouvoir participer quand même. Et on va arrêter. C'est là. J'imagine que c'est un peu complexe. Là, il y a un petit peu. On voit que ça rentre plus doucement là, les réponses. Oui, il y en a qui sont peut-être plus embêtantes. Ben, c'est ça, parce que t'as tellement de choix qu'il faut réfléchir à toutes les, laquelle que j'élimine, laquelle que je prends pas. OK. Fait que, on va fermer ça. Puis, voici les résultats. Qu'est-ce qui ressort? Oh, excuse-moi. Parfait. Ben, dans le fond, en gros, je vais afficher la bonne réponse. Fait que je suis quand même contente que la moitié du monde ont bien répondu. Je suis fière de vous autres. Un gros applaudissement. Fait que, dans le fond, ben oui, effectivement, là, les bonnes réponses, écoute, on va les regarder, dans le fond, on va vraiment les passer une par une, on va les expliquer aussi. Ce que je tiens à dire dans les éléments qui sont, selon moi, pas nécessairement une bonne réponse, bon, ne jamais laisser les animaux de plus de 24 heures dans une parcelle, on va le voir plus tard. C'est pas ça pourrait porter à croire que faut vraiment être très, très intensif, mais dans des cas, quand même, on va le voir plus tard, mais on peut garder les animaux plus de 24 heures dans une parcelle et ça va quand même être une bonne régie de pâturage. Ça ne viendra pas influencer notre plante. Ça ne viendra pas nécessairement
gâcher notre plante, notre système racinaire ou quoi que ce soit, on va le voir. Donc, ensuite de ça, le D, ne jamais sortir les animaux du pâturage durant la saison de paissance. Ben, idéalement, on aimerait ça, pas les sortir puis que tout aille bien, mais dans la vie, il arrive plein de choses. On n'a pas toujours le terrain parfait. On n'a pas toujours, des fois, on a des étés où c'est très, très sec, des étés où c'est très, très humide. Donc, oui, des fois, il faut se rendre à l'évidence, puis ça se peut qu'on ait, par souci de conserver notre sol, la santé de nos plantes, etc., qu'on ait à retirer les animaux du pâturage pendant quelques jours ou quelques semaines pour le bienfait de tout notre système de pâturage. Puis, ne jamais laisser de refus, eh bien, non, en fait, ça peut être très, très bien. Ça peut arriver qu'on ait une gestion un peu plus serrée où ce qui ne reste pas de refus, puis ça va être une bonne gestion de pâturage quand même, mais c'est pas parce qu'on laisse des refus que c'est pas une bonne régie de pâturage. Au contraire, des refus, c'est à moins que ça soit là, du chardon à côté, là, mais tu sais, quelques refus, là, c'est pas quelque chose de nocif. C'est pas nécessairement une définition d'une mauvaise gestion de pâturage non plus. Donc, si on regarde les éléments de réponse une par une, fait qu'établir un plan de paissance en début de saison, ça a l'air d'un élément un peu niaiseux, là. Mais quand on y pense, tu sais, faire un plan, c'est pas nécessairement faire quelque... Je parle pas d'un plan hyper rigide. Ici, c'est de faire vraiment. Bien, premièrement, le plan, il doit inclure le plan A doit inclure un plan C, un plan B, un plan C, puis peut-être même un plan N, là, parce qu'il y a quelque chose qui est à peu près certain si on s'établit un plan de paissance, c'est qu'il va y avoir des changements durant la saison. C'est rare qu'on fait quelque chose, qu'on se planifie quelque chose pour la saison de pâturage, puis que ça se passe exactement comme on l'avait planifié. Souvent, on se dit, OK, bien, ça sert à quoi de faire un plan si de toute façon, on ne le suivra pas? Mais c'est que si on se fait un plan, ben ça veut dire qu'on s'est préparé. Ça veut dire qu'on a validé les différentes options qui s'offraient à nous pour faire de la rotation de nos pâturages. Puis s'il arrive un imprévu, ben probablement qu'on va être capable de mieux réagir, on va être moins pris au dépourvu si on s'est fait un plan d'abord, puis qu'on s'est dit, bon, ben si ça tourne mal, on va faire ça. Si c'est trop sec, on va faire ça. Puis s'il arrive quelque chose qu'on n'avait pas planifié, mais on a quand même une bonne idée d'où ce qu'on s'en va, puis on connaît les concepts derrière notre planification. Donc, c'est quand même plus facile de faire des ajustements par la suite. Fait que ça a l'air niaiseux de faire un plan au début de la saison, là, mais moi, ça a aidé beaucoup de mes producteurs à justement se sortir de situations un peu plus compliquées. Donc, l'autre élément de bonne réponse, suivre la croissance des plantes pour établir nos mouvements d'animaux. Fait que ça, c'est quand même une grosse partie des prochaines diapos qui s'en viennent. C'est quelque chose de super important parce que à la minute où ce qu'on comprend comment la plante pousse puis comment la plante réagit à son environnement durant la saison, puis en fonction des conditions dans lesquelles elle est soumise, ben, on est capable d'à peu près tout faire, puis on est capable de se faire une bonne planification, justement. Fait que c'est essentiel de connaître la croissance, de connaître comment les plantes réagissent. Ben, d'un, pour savoir, il y a 4 choses. Il faut savoir quand rentrer les animaux au printemps. Il faut savoir, dans notre plan, la durée de paisance par parcelle, fait combien de temps nos animaux vont pouvoir passer par parcelle en fonction du nombre de parcelles que j'ai. La durée de repos. La durée de repos d'une parcelle, ben, c'est passer dans une parcelle, ça va prendre combien de temps avant que je revienne dedans. Puis, ça va nous permettre de savoir aussi quand est-ce qu'il faut sortir les animaux à l'automne. Fait qu'il y en a qui vont dire, il y en a qui ont tellement une bonne gestion du pâturage qu'ils ont du stock comme en continu, puis même une fois que ça gèle, ils sont capables de refaire une autre tournée sans rien abîmer parce qu'ils ont laissé assez de couvert végétal. Puis j'en ai quelques-uns, moi, qui font une très bonne gestion de pâturage. Ils me disent, ben moi, c'est pas compliqué. Le signe pour rentrer les animaux à l'automne, c'est parce que mon eau est gelée. Fait que ça, c'est un heureux problème. On veut essayer de se rendre jusque-là, mais des fois, c'est pas ça qui arrive dans la réalité. Fait que de bien suivre la croissance de nos plantes, ça va nous permettre de gérer notre sortie à l'automne. Fait que si on commence par la croissance des plantes, on va regarder les 4 grands stades de croissance de la plante. Fait que le stade 1, moi, j'appellerais ça mon stade un peu, tu sais, quand ça commence à pousser au printemps. Fait que, au printemps, là, ça commence à verdir. Il y a une croissance de la plante qui se fait, mais à ce moment-là, vous voyez la grosseur de la plante sur l'image, il n'y a pas beaucoup de panneaux solaires. Elle n'est pas vraiment capable de faire une photosynthèse très efficace. Donc,
ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va puiser l'énergie qu'elle a dans ses racines, les réserves qu'elle a dans ses racines, qu'elle devrait avoir conservées. Si la gestion a bien été faite à l'automne, elle devrait avoir eu assez de réserves pour passer l'hiver, puis de recommencer sa croissance au printemps. Fait qu'elle va prendre les réserves dans ses racines, puis elle va commencer à faire de la croissance folliculaire. Elle va commencer à faire de la croissance au niveau de ses panneaux solaires. Fait que, puis là, à un moment donné, elle va tomber dans le stade 2 où, à ce stade-là, ben, elle va avoir suffisamment de panneaux solaires pour commencer à faire de la photosynthèse puis à faire sa croissance avec la photosynthèse. À ce moment-là, par exemple, les réserves au niveau des racines, ils sont excessivement basses. Donc, il faut faire attention à ce stade-là. La plante a de l'air comme en pleine santé. Elle fait de la photosynthèse, elle est verte, quasiment fluorescente. Mais au niveau de ses racines, c'est très, très faible. C'est en continuant à faire de la photosynthèse que là, non seulement elle va continuer à grandir puis à croître dans son stade de maturité, mais elle va renouveler aussi ses réserves au niveau de ses racines. Fait que là, on va être au niveau du stade 3. Pour vous donner un peu une idée, on voit sur la photo, là, la légumineuse est comme en début de floraison. Les graminées, là, on ne le voit pas très bien, là, mais on est sur le bord de l'épiaison. Là, on est dans un stade où ce que les réserves de racines ont été quand même bien renouvelées. Puis le dernier stade, ben là, ça, c'est vraiment là, on est en stade de lignification. Fait qu'on va vraiment, ils vont produire des graines, les graminées, les fleurs de légumineuses vont produire des graines pour se reproduire. Fait que là, c'est vraiment le stade le plus mature de la plante, là. On va dire, elle est sec de bout, là. Fait que c'est pas mal ça, ce stade-là. Fait que là, ben, ça m'amène à ma petite question. À quel stade de croissance on devrait entrer les animaux au pâturage au printemps? Fait qu'est-ce qu'on devrait commencer notre tournée de pâturage quand notre champ est au stade 1, au stade 2, au stade 3 ou au stade 4? Je ne sais pas, Cérine, si tu peux afficher la question. Parfait. Fait que quand J'ai même dit le assez ton, simple. ça partait pas. J'étais- OK, c'est bon. J'étais là, oh non, mes amis m'ont abandonné. Non, c'est ça. Parce que j'aurais dû ouvrir ma caméra pour te le dire tout de suite. Que je t'avais OK. entendu, ça t'en venait. T'es pas abandonné, je suis là. Mais j'ai préféré prendre le temps d'abord d'envoyer le C'est bien sondage. correct. Ok, celui-là, ça rentre quand même beaucoup plus vite. Je vais laisser Oui, encore oui, là, quelques petites ça, secondes. c'est quand même assez simple, là. Il n'y a pas 10 000, il y a pas 10 000 options, là. C'est 1, 2, Non, 3, 4. c'est ça. Fait que, ben, je pense que je vais pouvoir partager. Voici les résultats. Parfait. OK. Bon, il n'y a pas de stade 4. Ça, je suis très rassurée. Merci. OK. Il y a une majorité quand même qui ont répondu le stade 2. J'ai du stade 3 pas mal quand même, puis une personne le stade 1. Donc, ben, là, ça, c'est un peu plate c'est un peu chiant comme question, là, parce qu'en fait, bon, j'ai mis une bonne réponse, qui est le stade 2, mais je vais mettre un mais. Je vais mettre un bémol à tout ça, puis je vais vous expliquer pourquoi. Dans le fond, euh, dans le meilleur des mondes, là, on essaierait de viser le stade 2,5. Fait que tous ceux qui ont répondu 2 puis 3, c'est quand même pas mauvais. Ce qu'il faut juste pas oublier, stade 2. J'ai aucun problème à lâcher des vaches dans un champ qui serait en stade 2, tout particulièrement pour les producteurs qui ont quand même plusieurs parcelles. Euh, on ne veut pas partir trop tard parce que si on part trop tard, ben, nos dernières parcelles, on va se ramasser au stade 4. Le stade 2, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on n'enverra pas des vaches dans un champ au stade 2 si on est pour les envoyer en rotation longue ou en extensif. Fait que si on est pour rester de plus longue durée dans les parcelles, ce qui en temps normal, on ne devrait pas faire si on fait une bonne gestion de pâturage, mais si on fait une gestion comme ça quand même, ben là, c'est dangereux d'envoyer au stade 2 parce que c'est trop tôt. Les animaux vont rester trop longtemps dans la parcelle, ils vont être capables d'avoir accès à la plante pour vraiment la brouter quasiment jusqu'au sol. Puis là, il faut se rappeler qu'en stade 2, là, il n'y en a plus de réserve dans les racines. Fait que si on mange trop de panneaux solaires, on n'est plus capable de faire de photosynthèse, puis là, notre plante, elle en arrache. Fait que si on est pour faire si on a un modèle de pâturage plus extensif, plus rotation longue, on est mieux d'attendre un peu plus longtemps avant de sortir les animaux pour s'assurer que nos réserves de racines sont bien refaites.
ça va quand même minimiser les dégâts, même si on garde les animaux un peu plus longtemps. Dans le cas où on les sort vraiment au stade 2, si on fait ça, j'ai aucun problème si vraiment on fait rouler les animaux très rapidement. Fait que si les animaux restent de très courte durée dans les champs, donc ils vont avoir le temps comme, tu sais, des fois on dit, ah, je vais leur faire manger juste les têtes, là. Ils ont le temps de juste manger comme la premier tiers de la plante pour laisser vraiment beaucoup de panneaux solaires, beaucoup de feuilles en place. J'ai aucun problème à lâcher les vaches dans un stade 2. Si par manque de superficie de pâturage ou parce qu'on est plus dans des 3-4 jours par parcelle, moi, je l'attendrais au stade 2,5. Le 2,5 qui n'est pas là vraiment là, dans les choix, mais concrètement, le stade 2,5, la plante a quand même recommencé à faire des réserves. Donc, dans ses racines, fait que si on y enlève, si on est un peu plus sévère sur la hauteur de broutage, fait que si on va brouter, mettons, plus le 2 tiers de la plante au lieu du tiers, ben, on lui donne une chance quand même de reprendre et d'avoir un regain. Elle n'aura pas un regain aussi rapide que si on a passé rapidement, mais on ne fera pas mourir notre plante non plus. Fait que c'était ça un peu l'ambiguïté dans la réponse. Fait que maintenant qu'on a vu un peu, non, je ramène toujours ce petit graphique-là parce qu'il est très révélateur, mais maintenant qu'on a vu un peu le stade de la plante, ben, là, c'est le fun de se le mettre un peu sur une échelle du temps. Parce que ce qu'il faut comprendre avec la croissance des plantes comme ça, c'est que la croissance de la plante n'aura pas la même vitesse si on est, si on est vraiment au printemps versus plus tôt dans la saison versus un peu plus tard, là, où il y a de la sécheresse, puis qu'il y a plus de chaleur, moins de luminosité. Donc, on va parler comme de 2 stades de croissance. La croissance rapide puis la croissance lente. Fait que la croissance rapide, c'est la courbe, là, quand vous voyez la première courbe qui est en bleu, celle qui monte le plus rapidement. Puis là, vous allez voir, il y a volume d'herbe, volume de racines, mais en temps normal, c'est deux choses qui se suivent assez, là. Les racines sont habituellement le miroir de ce qu'on voit en haut. Fait que si on se fie, mettons, juste au volume d'herbe, ben, la courbe bleue qui monte plus à pic, mais ça, c'est notre courbe de croissance vraiment quand on est dans une période de croissance rapide. Fait que, vraiment là, au début de la saison de paissance, là, le mois de mai, début juin, là, mettons, on va se mettre tout dépendant, c'est jamais pareil d'un été à l'autre, mais mettons, on va se donner la Saint-Jean-Baptiste Confédération là, comme point de repère. Aller jusque-là, d'habitude, on a encore des bonnes rosées le matin, le soir. On peut avoir quand même une bonne humidité au sol. Les journées sont au maximum de leur longueur, mais on n'a pas des 40 degrés non plus habituellement. Fait que là, la plante, elle va pousser vraiment très vite. Versus la ligne orange, qui est plus ça, la plante, c'est plus sa courbe de croissance. Plus quand on va parler au niveau juillet, vacances de la construction, mi-juillet jusqu'à quasiment fin août, tout dépendant des étés qu'on a, là, ben là, la plante, elle va pousser vraiment, vraiment moins vite pour plein de raisons. On va voir ça tantôt. Qui fait que quand on comprend ces courbes-là, ben là, on a dit, mettons qu'on a notre cible, c'est 2,5. Là. C'est notre stade 2,5 ici. Là. On veut toujours à peu près que nos animaux rentrent dans une parcelle ou en tout cas reviennent dans une parcelle au stade 2,5. Ben, quand on est en croissance rapide, là, c'est pas compliqué, 30 jours, c'est refait. Fait on a fait pâturer une parcelle, 30 jours plus tard, on est déjà revenu au stade 2,5. Et quand on est rendu aux vacances de la construction, début à août, ben là, on est sur la courbe orange. Mais après 30 jours, là, c'est pas de petits chiffres dessus, là, mais si on regarde par rapport au plateau maximum, on est à peu près au quart de la courbe. Fait qu'au quart de la courbe, là, on est plus au stade 1,5. Là. Fait que là, vous comprendrez que si je veux garder mon stade 2,5, où je m'en aille à la moitié de ma courbe, ben c'est 60 jours qu'il faut que je laisse de temps de repos. Fait que quand je suis plus tard en saison, je ne peux pas revenir aussi vite que 30 jours dans ma parcelle. Fait que ça aussi, c'est un concept qui est super important à comprendre si on veut bien gérer le regain de notre plante, puis tous les éléments au niveau d'avoir une couverture végétale,
garder notre humidité. Tous ces aspects-là sont importants à comprendre. Fait on va dire dans ce cas-là qu'on ne pourra pas avoir on pourra pas avoir le même nombre de jours par parcelle. Si on a un nombre de parcelles fixe en temps normal, il faudrait passer plus vite au printemps ou au début de la saison, puis après ça, ralentir un peu notre rotation quand on s'en vient dans la saison où que la plante pousse moins vite. Fait que ça résume un peu, quand on parle de la croissance de la plante, la durée de présence, donc le nombre, ça c'est le temps passé dans une même parcelle pour retenir ça. Quand ça pousse vite, on ne reste pas vite on reste pas longtemps dans la parcelle. Donc, croissance rapide, durée courte. Croissance lente, quand on est plus sur notre courbe orange, on peut se permettre, on n'est pas obligé, mais on peut se permettre de rester un petit peu plus longtemps dans notre même parcelle. Ensuite, période de repos. La période de repos, comme j'ai dit tantôt, c'est le temps qui va passer avant le retour des animaux dans une même parcelle. Quand on a une croissance qui est rapide, ben, on l'a vu sur le graphique tantôt, on peut revenir rapidement. Il y a des limites, là. On ne peut pas attendre juste 15 jours, là, sinon on ne sera pas au bon stade. Mais on peut se permettre un 28-30 jours avant de revenir dans la première parcelle. Puis quand on a une croissance qui est plus lente, notre courbe orange de tantôt, bien là, il faut qu'on attende avant de revenir. Si on revient trop vite, comme on l'a vu tantôt, on ne sera pas à notre stade 2,5, on va être à notre stade 1,5. Ça, on ne veut pas ça. Fait que ça m'amène à vous poser comme question en période de croissance rapide. Donc, quand la plante pousse vite, quand on est en début de saison, après combien de jours la repousse, donc l'animal broute, puis là, l'herbe va faire sa repousse. Après combien de jours la repousse d'herbe est-elle disponible? Après 24 heures, 48 heures, 3-4 jours, une semaine. Perrine devrait afficher la question. Oui, super. Fait que c'est aussi assez simple. Est-ce que ma vache, est-ce que mon animal a accès à la repousse en période de croissance rapide après 24 heures, 48 heures, 3-4 jours ou une semaine? Bon, ça rentre un petit peu lentement encore les questions, mais ça serait tardé. Et c'est encore quelques petites secondes pour les dernières personnes qui voudraient participer. Puis je vais fermer le sondage. OK. Et voici les résultats. OK. Ah, c'est intéressant. Je suis contente de voir ça. OK, c'est quand même très disparate. Fait que dans le fond, on a quand même 3-4 jours. J'en ai beaucoup qui ont répondu une semaine, 25. OK, le quart ont répondu 48 heures. 10% ont répondu 24 heures. OK. En fait, là, la réponse est 48 heures. Fait que quand on est en période de croissance rapide, on va parler d'environ 48 heures. C'est pas une science infuse, là. Des fois, c'est 50, puis des fois, c'est 40, là. Mais on est à peu près dans un délai de 48 heures avant que l'animal puisse avoir accès à la repousse. Puis quand on est en période de croissance lente, ben, on peut compter, on est plus dans le 3 à 4 jours. Fait que ça aurait été, si la question avait été en période de croissance lente, bien, la réponse aurait été 3 à 4 jours avant que la repousse de la plante soit disponible pour les vaches. Fait on voit quand même qu'il y a un bon délai entre les deux. 48 heures, c'est vraiment pas beaucoup. Fait qu'on peut penser que quand on a des rotations qui sont plus longues, exemple des animaux qui restent 3 à 7 jours par parcelle, ben on peut comprendre que quand que ça pousse vite au début de la saison, ben après 2 jours seulement, ils ont accès à la repousse. Mais comme on a vu dans notre petit graphique tantôt, si l'animal commence déjà à manger la repousse sans avoir eu la fameuse. Parce que, tu sais, la plante, elle est mangée, mais là, elle, tout dépendant à quel niveau qu'elle est mangée, mais elle va continuer à faire un peu de photosynthèse, mais elle va quand même aller repuiser beaucoup d'énergie dans ses racines pour son regain, pour son premier regain. Fait que, à ce moment-là, si on laisse la vache avoir accès à cette fameuse repousse-là 48 heures plus tard, bien, on se doute bien que là, à chaque fois,
la plante, elle va puiser dans ses racines, puis elle n'a jamais le temps de refaire ses racines. Fait qu'on on peut quand même endommager notre plante, on peut épuiser notre plante, puis on peut même la faire mourir. Si on est toujours en train de. L'animal a toujours accès à cette fameuse repousse-là. Fait que c'est d'où l'importance quand je disais, quand ça pousse vite, il ne faut pas rester longtemps dans la parcelle. Puis quand ça pousse lentement, on peut se permettre quelques jours supplémentaires. Effectivement, ça ferait 2 jours maximum en période de croissance rapide, puis 4 jours maximum en période de croissance lente. Tu sais, quoi ça, ces fameuses croissances rapides, croissance lente-là? Fait que, tu sais, quand on voit les deux extrêmes, c'est pas compliqué. Ce qui est favorable à ce que à ce que la plante puisse pousser. Fait que des températures qui sont pas trop froides, pas trop chaudes. On va pas oublier là, que notre fameux mille, notre fléole des prés, là, notre mille qu'on a un peu partout dans nos champs, ben, en haut d'à peu près 21 degrés Celsius, il tombe en dormance. Fait que, en haut de 21 degrés, le mil, là, heureusement, c'est toutes les plantes qui font ça, sinon on serait bien mal pris, là. Mais le mil en particulier, fait que c'est pour ça qu'on souvent, durant l'été, on n'a pas beaucoup de rendement avec notre mil, autant dans nos prairies que dans nos pâturages, parce que c'est une plante qui ne tolère pas très bien la chaleur. Ensuite, ben, quand il y a de l'humidité au niveau du sol, au niveau de l'air aussi, nos panneaux solaires, je disais tantôt, là, quand ils sont pleinement déployés, là, on n'est pas dans la période de stress hydrique, de sécheresse où ce que tout est recroquevillé, puis que les tomates sont fermées au maximum parce que la plante ne veut pas flétrir. Bien là, tout est déployé, tout est là pour faire un maximum de photosynthèse. On a des journées qui sont très, très longues. On a habituellement une bonne disponibilité de l'azote parce qu'il y a beaucoup d'activité au niveau du sol parce que la température du sol est adéquate. Fait que ça, c'est tout ce qu'il faut. Fait que c'est tout ce qu'il faut pour avoir une croissance qui est rapide. Puis la croissance lente, ben, à l'inverse, elle, ben, c'est quand il fait soit plus froid, fait que comme à ce temps-ci de l'année, là, les places que ça n'a pas gelé encore, là, ben, on est vraiment en période de croissance lente, puis très, très lente, là, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'activité. Les nuits sont très, très froides, on approche le point de congélation. L'humidité, ben, oui, il y en a, mais quand même beaucoup moins présente. Nos panneaux solaires, ben, là, il fait froid, fait que, les plantes sont comme plus engourdies. Les journées ont raccourci énormément. Puis aussi, avec le sol qui se refroidit, ben, l'azote est moins disponible. Puis là, on est à peine en croissance lente. Puis c'est aussi vrai en plein mois de juillet, mois d'août, où ce qui fait très, très, très chaud, plus de 25 degrés Celsius, des nuits, des fois, qui ont de la misère à descendre en bas de 25. Là, il n'y a pas beaucoup d'humidité au sol. Là, si les plantes ils essayent de garder leur humidité, fait que les tomates sont fermées. Des fois, les feuilles sont plus refermées sur elles-mêmes. Fait que, ça, on est vraiment période. Fait que, c'est des petits indices pour vous situer. Là, en ce moment, ma plante, est-ce qu'elle pousse vite ou elle pousse pas vite? T'sais. Vous êtes quand même capable de le voir au champ, là, je le sais, mais il y a quand même des petits indices qui vont nous dire là, dans quel genre de période qu'on est. Fait que ça fait le tour quand même pour tout ce qui est de la croissance de la plante. Je pense que c'est quelque chose de très, très, très important là, pour bien, bien comprendre le concept de mouvement des animaux, puis de durée de paissance, puis de durée de repos. Fait que le dernier élément de bonne réponse dans une autre réponse, une des premières questions que je vous ai posées tantôt, bien, évidemment, éviter la surpaissance, ça, c'est critique, là. La surpaissance, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 d'un pâturage en santé. Puis ça, c'est une photo, une tabarouette de vieille photo, mais je trouve que c'est très éloquateur, ça parle beaucoup. C'est le système racinaire de 3 systèmes de pâturage différents. Ici, dans le fond, dans celui-là, on voit qu'il y a eu énormément, les animaux sont toujours dans la même parcelle, ils mangent toujours à la même place, l'herbe est toujours broutée au niveau du sol, il ne reste pas de refuge jamais. Ça, c'est très extrême. Le système racinaire, il est très court versus l'inverse ici, à gauche complètement, où ce que lui, ben, le système racinaire, il est très dense, il va très loin au niveau du sol. Fait que, on peut s'attendre que quand il fait sec, ben, les plantes sont capables d'aller capter l'eau beaucoup plus profondément que dans l'image qui est complètement à droite. Fait que, en gros, c'est l'image complètement à gauche, ben, on se souvient tantôt, là, notre cycle de l'azote, ben, on va deviner que l'utilisation de l'azote, elle va être optimale dans cette parcelle-là. Le couvert végétal, il est dense, les racines sont denses,
il y a beaucoup d'activités probablement au niveau du sol. Fait que l'activité de l'azote, l'utilisation de l'azote va être très efficace dans ce système-là. Après ça, ben, résistance à la sécheresse, ben, comme j'ai dit tantôt, s'il y a plusieurs jours sans pluie, ben, possiblement qu'il y a de l'eau quand même qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus creuse, fait que nos racines vont être capables d'aller les capter. Puis le couvert végétal qui reste aussi à la surface va retenir cette humidité-là pour que le sol ne s'assèche pas trop, qui réchauffe pas trop aussi, parce qu'un sol qui est pas bien couvert, qui n'a pas une couverture de végétaux denses, ben, le soleil tape sur la terre, puis la température monte. Puis ça, ben, ça aide à justement la volatilisation de l'azote. Ça va vraiment augmenter la volatilisation de l'azote. Puis ça va aussi augmenter la chaleur de notre sol, donc augmenter l'évaporation de l'eau. Puis, à l'inverse, quand il mouille à boire debout, ben, un système racinaire aussi profond puis aussi dense, puis une couenne aussi épaisse, comme on dirait dans le jargon, ben, ça va améliorer notre portance quand il se met à mouiller, puis qu'il mouille plusieurs jours en ligne, puis que nos vaches, là, si n'ont pas cette résistance-là au niveau du sol, puis ce système racinaire-là, ben, ils vont facilement pouvoir défoncer le pâturage. Fait que ça m'amène à une autre question par rapport à la surpaissance. Fait que moi, dans le fond, ce que je veux que vous me disiez, c'est que parmi ces 4 éléments-là, lequel énoncé qui est vrai, lequel qui est complètement vrai. Fait que la surpaissance, ça survient quand il y a trop d'animaux dans une parcelle. On parle de surpaissance lorsqu'il n'y a pas de refus. Numéro 3, dès que les animaux restent plus de 48 heures dans une parcelle, on parle de surpaissance. Puis la surpaissance est fonction du temps. Fait que Cyrine a déjà affiché la petite question. Cette fois, je me suis pris d'avant. Je me suis dit comme ça, le piton ne serait pas. C'est bon, ça. Ouais, j'ai vu que tu avais été vite sa gâchette. C'est parfait, ça. Je me suis dit comme ça, le monde pouvait cliquer en même temps que tu expliquais. Ouais, Fait que ça rentre assez vite, je vais bientôt pouvoir fermer. parfait. Je laisse 2 petites secondes encore. OK. Donc, voici les résultats. Ah, ben, je suis contente. Ça veut dire que les gens m'ont écouté. S'ils n'ont pas répondu 3, ça veut dire que même si on est en virtuel, il n'y a personne qui dort sur sa chaise. Parfait. Ben, vraiment, qui est quand même plus de la moitié. La surprésence est fonction du temps. OK. 22%, égal à égal, le numéro 1 puis le numéro 2. Parfait. Fait que la bonne réponse, c'était 4. Fait que bravo, vous avez été super bons. Fait que si on les passe une par une, en fond, la surpaissance survient lorsqu'il y a trop d'animaux dans une parcelle. C'est vrai que ça pourrait, instinctivement, on pourrait penser que c'est un signe de surpaissance, mais encore là, ça dépend combien de temps qu'on laisse les animaux. Si on les laisse pas longtemps, ben, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être de la surpaissance, même s'il y a beaucoup d'animaux au pied carré. On parle de surpaissance lorsqu'il n'y a pas de refus. Ben, en fait, il est possible de gérer notre système de pâturage sans avoir de refus, sans nécessairement faire de surpaissance. Puis, il n'y a personne qui a répondu 3, fait que ça veut dire que les gens ont écouté ce que j'ai dit. Fait qu'effectivement, quand on est en croissance lente, on pourrait garder les animaux plus de 48 heures dans une parcelle, puis ça ne serait pas de la surpaissance parce que l'animal n'aurait pas accès à la repousse. Fait que la surpaissance, c'est vraiment fonction du temps. Fait que ça ici là, que j'explique. Fait que c'est vraiment, c'est pas une question de superficie, c'est pas une question de densité animale, c'est vraiment une question de combien de temps qu'on laisse les animaux en fonction, comme je l'ai expliqué tantôt, de de notre système de croissance de notre plante, puis dans quel stade qu'elle se trouve. Fait que les causes les plus fréquentes de surpaissance, en anglais, on parle de le second bite, là. Fait que là, je l'ai traduit par la seconde bouchée, appelez-la comme vous voulez, mais ça, c'est vraiment comme j'ai dit tantôt, quand l'animal a accès à la repousse. Fait qu'un animal qui resterait plus de 48 heures dans une parcelle où ce qu'on est en croissance rapide, ça serait de la surpaissance.
ou même si on est en croissance lente, un animal qui resterait comme une semaine dans un champ, ben, elle aurait accès à la repousse. Donc, ça serait de la surpaissance à ce moment-là. Après ça, quand on laisse les animaux brouter trop ras, quand on laisse les animaux vraiment aller trop près du sol, donc, qu'est-ce qu'on disait tantôt? Ben, nos panneaux solaires, on diminue notre quantité de feuillage, on diminue notre quantité de panneaux solaires. Fait qu'on diminue beaucoup la capacité de la plante à faire de la photosynthèse. Donc, est-ce que ça veut dire automatiquement qu'on vient de foutre en l'air notre pâturage? Non, mais sauf que le regain va être excessivement long dans ce cas-là. Fait que là, si le regain est long, puis que nous, on s'en tient à dire, bon, ben c'est 30 jours de repos, parfait, théoriquement, on est capable de retourner les vaches dans la première parcelle, mais si on l'a fait brouter trop ras, bien, ça se peut que le 30 jours ne soit pas suffisant parce que le regain n'a pas été assez rapide. Fait que ça, c'est quand même une cause fréquente de surpaissance. Des retours trop rapides dans une parcelle. Croissance rapide, OK, j'ai dit qu'on pouvait revenir vite, mais ça prend quand même un minimum de jours. Là, on pourrait peut-être pousser la limite puis dire 25 jours, on vient dans une première parcelle. Là. Je pense qu'il y aurait, dépendant des conditions, ça pourrait être acceptable, mais on ne peut pas attendre juste 15 jours puis revenir. Notre plante n'aura pas atteint le bon stade, puis on risque de l'épuiser. Auto en saison, c'est un peu comme tantôt dans notre stade 1 à 4. Si on rentre les animaux au printemps en stade 1, ben il ne faut pas oublier que notre plante ne fait pas beaucoup de photosynthèse à ce moment-là, puis elle est en train de vider ses racines. Fait que si on la fait pâturer à ce moment-là, ben, ça se pourrait très bien qu'elle ne soit pas capable d'avoir un regain suffisant ou avoir un regain qui va être excessivement long avant qu'on puisse retourner les animaux dedans. Le gel mortel à l'automne, ben, c'est touché parce qu'en temps normal, on dit toujours qu'il faut laisser à nos plantes avant, mettons nos légumineuses particulièrement, là, on entend ça avec la fameuse troisième coupe. Je fais-tu ma troisième coupe de foin avant la gelée, après la gelée, à combien de temps avant la gelée? Ben, c'est un peu la même chose avec la gestion de nos pâturages. En temps normal, une légumineuse, quand on la fauche, on veut 6 à 8 semaines de regain avant la gelée mortelle. Bon, la gelée mortelle, c'est tannant, on n'est pas capable de la prévoir. Elle n'est jamais pareil d'une année à l'autre. Sauf que 6 à 8 semaines, fait que là, ça veut dire qu'il faut arrêter d'envoyer nos animaux dans les pâturages 6 à 8 semaines avant la gelée mortelle? Ben non, bien sûr que non. Sauf que la gestion, par contre, quand on va tomber à l'automne, ben là, c'est spécial. Parce que plus on s'approche de la gelée mortelle, on va dire, OK, on est en croissance lente. En temps normal, on est supposé pouvoir garder les animaux plus longtemps. Mais l'automne, ça fait l'exception. Parce que si on veut être capable d'avoir des plantes qui survivent bien au gel mortel puis à l'hiver, ben, il ne faut pas qu'on les laisse trop longtemps. Il ne faut pas qu'ils broutent trop longtemps. Fait qu'à l'automne, avant la gelée mortelle, on continue à faire du pâturage, mais il faut laisser plus de feuilles, il faut laisser plus. Il faut vraiment laisser beaucoup, beaucoup de couvert végétal pour pas trop venir chercher nos panneaux solaires, en laisser le plus possible pour qu'elle puisse continuer à faire un maximum de photosynthèse. Parce que si, mettons, 3 semaines avant la gelée mortelle, on fait raser ça, bien là, elle va vouloir repousser la plante. Fait qu'elle va aller chercher de l'énergie dans ses racines pour refaire des panneaux solaires pour éventuellement faire de la photosynthèse. Mais là, si je gèle 3 semaines plus tard, ben, elle va avoir vidé ses racines. Elle n'aura pas eu le temps de faire assez de photosynthèse pour les remplir parce que là, il ne faut pas oublier que rendu, mettons, dans fin septembre, début octobre, la photosynthèse n'est pas aussi efficace que dans le mois de juin. Là. Fait que la gestion du gel mortel à l'automne, c'est probablement ce qui est le plus difficile à gérer dans nos pâturages, particulièrement pour les gens qui font des rotations plus longues. C'est souvent le nerf de la guerre, c'est souvent là qu'on vient épuiser nos plantes, puis que là, oups, on se rend compte l'année d'après, tabarouette, j'avais du trèfle, j'avais un peu de luzerne dans mon pâturage, puis là, il me semble qu'il n'y en ait plus bien cette année. Bien, ça pourrait être une mauvaise gestion d'automne qui explique ça. Fait que, surpaissance. On voit ces deux images-là. Naturellement, on aurait tendance à penser que l'image de gauche, c'est de la surpaissance, puis que l'image de droite, ça n'en est pas. Mais la surpaissance, c'est une question de temps. Donc, si les animaux restent 1 heure dans cette parcelle-là, ce ne sera pas de la surpaissance. Puis, à droite, si les animaux restent 1 semaine, ben, ils ont bien beau avoir bien de la superficie par tête,
ben, ça va être de la surpaissance quand même. C'est pour ça que c'est important de comprendre que la surpaissance, c'est une question de temps. En bref, une bonne régie de pâturage, après comme le deuxième bloc qu'on vient de faire, ben, la bonne régie de pâturage, qu'est-ce que ça va nous permettre? Ben, ça va nous permettre d'avoir tout ce qui est cycle de l'eau, comme rétention, évaporation, comme j'ai dit tantôt, un bon couvert végétal, laisser quand même de l'herbe, pas faire raser les animaux, le moins de sol à nu possible. Ben, ça va nous permettre de diminuer la quantité d'évaporation quand il fait très chaud. Puis quand il mouille aussi, si on a beaucoup de végétaux pour absorber cette eau-là, ben, on va moins se ramasser dans la flotte. Puis si on a un sol en santé, pas trop compacté, ben, on va avoir un peu plus de drainage naturel qui va se faire aussi. Le cycle de l'eau va être mieux géré dans nos pâturages. Régulation de la température, bien entendu, si on fait raser nos pâturages, qu'on expose beaucoup de sol, ben, la température du sol va monter, monter, monter. Puis ça, ben, c'est pas bon pour tout ce qui vit dans ce sol-là. L'impact sur la vitesse du regain, je n'ai quand même parlé beaucoup. Si on ne gère pas bien notre pâturage, ben, le regain, même si je dis que OK, ça pousse vite, habituellement en 28-30 jours, je peux retourner dans la parcelle, mais si ça a été trop rasé, le regain ne se fera pas bien, puis ça se peut que ça prenne le double du temps avant qu'on puisse ramener les animaux dans la même parcelle. Puis l'impact sur la biodiversité du sol, bien entendu, tout ça, ça contribue à un sol en santé, à ce qu'on ait un maximum de vie dans ce sol-là, autant au niveau des insectes, des micro-organismes, nos racines, tout ça. La bonne régie de pâturage va venir nous aider à ce niveau-là. Puis comme on le rappelle depuis le début, ben, tout ça, ça a un impact sur tout ce qui est séquestration du carbone, les GES. Quand on répond à quand on coche à tous ces critères-là, ben, on est capable d'avoir un impact environnemental majeur sur notre entreprise. Mais quand même si toute cette théorie-là est bien, bien, bien belle, ben, il faut quand même ajuster notre jeu. On ne peut pas se permettre de s'asseoir sur notre théorie puis penser que ça va être beau à chaque année. On le sait, hein, ça fait plusieurs années d'été spécial qu'on vit. Il y a des régions, moi, cette année, que les producteurs auraient pu aller voir le vache au pâturage avec un kayak. Après ça, ben, il y en a qui étaient carrément dans la flotte. Puis, il y a un autre extrême de la province cette année qui était plus Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, qui, eux, ben, c'est la sécheresse totale. Ils n'ont eu pas beaucoup de précipitations, principalement la Gaspésie, de ce que j'en ai entendu dire. Un peu comme l'Abitibi l'année passée aussi, ça a été une catastrophe, pas de précipitations, beaucoup de temps chaud, sec. Fait que, tu sais, il faut s'ajuster, il faut être capable de jongler avec toutes avec Dame Nature qui nous inflige un peu ces sauts d'humeur. Fait que, comme je dis, la théorie, c'est beau, mais on ne peut pas s'asseoir dessus. Il faut s'ajuster, il faut savoir pallier à ces choses-là. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Ben, tu sais, il y en a plein là, de stratégies. Je veux juste passer au travers quelques-unes qui, pour moi, sont plus souvent utilisées. Fait qu'il y a la notion de paissance reportée. Fait que la paissance reportée, c'est pas compliqué, c'est trop sec ou c'est beaucoup trop humide, là, comme la photo de tantôt, là, où il y avait des rivières de kayak là, entre chaque parcelle. Fait que vous imaginez qu'est-ce qu'il y a dans le milieu aussi, là, c'était gorgé d'eau. Fait que des fois, ben, il faut faire des sacrifices. Il faut dire, ben, on va sauter des parcelles. Fait que des fois, on a des topographies de champs qui sont différentes aussi. J'ai des parcelles qui vont se tenir plus secs, d'autres qui vont se tenir plus humides. Fait que s'il fait très, 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 très sec, pas beaucoup de précipitations, ben peut-être que les baisseurs, les pâturages qui sont dans les baisseurs, on va pouvoir se permettre de mettre les animaux là. Mais peut-être que nos butons, parce que c'est bien, bien sec, ben on va peut-être volontairement skipper cette parcelle-là. Quitte à revenir plus tard ou avec la paissance reportée aussi, on peut utiliser ces parcelles-là qu'on décide volontairement de ne pas faire pâturer pour faire un revasage naturel, là, pour faire un sur-semis naturel. Sinon, ben, on peut, dans notre plan aussi, se prévoir une ou des parcelles, je vais les appeler tampons ou sacrifices, là. Fait que des parcelles qu'on se dit, bon, ben, celle-là, ben là, j'ai pas le choix. Si c'est vraiment trop humide ou si j'ai plus de foin, ça pousse plus, c'est jaune partout, ben,
je vais rapatrier mes vaches dans cette parcelle-là, puis je vais les nourrir pour donner une chance. Comme j'ai dit tantôt, c'est pas de la mauvaise gestion de pâturage d'avoir à sortir les animaux du pâturage pour les alimenter. Des fois, c'est un mal nécessaire. Puis comprendre le principe de dormance estivale. La dormance estivale, comme je disais tantôt, là, mon mai à 21 degrés Celsius, il ne pousse plus, là, il est en dormance estivale. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Fait que si on a des champs à haute teneur en pléole, à haute teneur en mai, bien, ça se peut qu'à la fin de la construction en juillet, ben, tabarouette, on a bien beau avoir suivi toutes la théorie que je vous ai dit, mais ça ne pousse plus. Ça ne pousse plus. Le mets n'a plus cette capacité-là. C'est sûr qu'à court terme, il va falloir s'organiser avec ça, il va falloir pallier à ça, soit qu'on nourrit les animaux, soit qu'on a un pâturage d'urgence avec une culture annuelle. Mais dans le futur, on peut pallier à ça en essayant d'aller réimplanter des légumineuses. C'est sûr que réimplanter d'autres sortes de graminées, c'est plus difficile dans un champ déjà existant. C'est plus les légumineuses qui vont être faciles à réimplanter en sursemis. C'est toutes des choses qu'il faut penser dans la planification à court, moyen et long terme de nos pâturages. Puis, référez-vous à ce que vous connaissez sur la croissance des plantes. Là, après ce soir, vous devriez être des as dans la croissance des plantes pour ajuster votre jeu puis pour être capable de pallier à ces fameux intempéries-là. Pour finir, la beauté de la gestion avant-gardiste des pâturages, ben, c'est qu'il n'y a pas un seul modèle unique qui fonctionne. C'est un paquet de modèles uniques à chacun en fonction de sa situation géographique, de l'été qu'on a en cours, etc., etc. Puis la théorie est là pour vous donner les grandes lignes directrices. Elle n'est pas là pour... Il n'y a rien de rigide là-dedans. Elle vous donne les lignes directrices du concept, puis elle vous fournit les outils pour que vous réussissiez, pour réussir chez vous, mais aussi dans vos conditions. Parce qu'il y en a qui sont dans l'argile lourde, il y en a qui sont dans le sable, il y en a qui sont dans les montagnes, il y en a qui sont dans des belles plaines bien planches, il y en a qui sont dans des terres drainées, d'autres qui sont dans le nord du Québec. Tu sais, cette théorie-là est là pour donner des lignes directrices, puis pour être capable d'ajuster votre plan en fonction de vos besoins, de vos conditions. Puis, ben, ce concept-là, ben, il compte parmi quelques aspects qu'on peut pratiquer en agriculture qui vont avoir le plus grand potentiel pour diminuer les GES, particulièrement en production bovine, mais je pense que la production bovine, je pense qu'avec la gestion de nos pâturages et d'autres aspects aussi, mais là, aujourd'hui, ce soir, j'étais là pour parler du pâturage, mais je pense qu'on peut vraiment se péter les bretelles et se donner une belle une belle tape dans le dos parce que c'est probablement un des aspects qui va aider le plus l'agriculture à vraiment diminuer son apport en GES, puis à séquestrer du carbone. On a quand même un bon pouvoir en production bovine avec nos pâturages. Fait que faut quand même prendre ça du bon côté. L'industrie a malheureusement tendance à se faire critiquer souvent, mais je pense que cette fois-ci, on peut dire qu'on a des techniques, puis on a des concepts qui vont nous aider à se sortir du lot, puis à démontrer qu'on est capable de faire plus que juste émettre du méthane dans l'atmosphère.